Bienvenue à toutes et à tous sur Pourquoi les Espagnols sont comme ça, le podcast qui en moins de 10 minutes vous apporte un peu de culture générale sur l'histoire de l'Espagne. Dans le précédent podcast, je vous avais présenté la troisième partie sur les Visigoths. Et je m'étais arrêtée au moment où le roi Wamba doit faire face à plusieurs rébellions, aussi bien d'un point de vue interne qu'au nord et au sud d'Espagne, et va reprendre la quasi-totalité du territoire lors de son règne. Dans ce 12e épisode, je vais vous présenter la décadence des Visigoths. Pour rappel, vers 680, le royaume wisigoth de Tolède était l'état le plus puissant et le plus riche de tout l'Occident. Mais une génération plus tard, elle est quasiment liquidée. Pour comprendre les raisons qui ont amené ce déclin, plusieurs facteurs sont à prendre en compte. Les récoltes sont tellement mauvaises qu'une série d'importantes famines ont impacté le royaume durant près de 30 ans, et une épidémie de peste ravage une bonne partie de la population en 701. Ces paramètres ont joué sur la crise économique et sociale, en plus des divisions internes dues aux diverses successions royales qui ont déclenché de multiples rébellions. Tous ces points ont profité à un ambitieux ennemi pour envahir ce territoire. Le roi Wamba tombe dans une sorte de coma en octobre 680 et se voit recevoir la pénitence qui est un sacrement avant de mourir. Il est habillé d'une tenue religieuse et est rasé au-dessus du crâne, ce qui, selon le concile de Tolède, l'empêchait définitivement de régner. Lorsqu'il se réveille de son coma, il se voit contraint de se retirer dans un monastère et signe les documents pour qu'un certain Herbigio puisse être proclamé roi. Selon la chronique d'Alfonso III, il est indiqué que Herbigio aurait drogué Wamba et orchestré la pénitence afin de prendre sa place sur le trône. Herbigio est donc nommé roi et va lui-même mener une politique anti-juive comme ses prédécesseurs en élaborant près de 28 lois. On y retrouve par exemple le baptême obligatoire, l'interdiction de la circoncision ou même l'interdiction de célébrer des fêtes juives, entre autres. Ces mesures coïncident à un moment où les tensions économiques et sociales débouchent sur une radicalisation, due en grande partie aux mauvaises récoltes. En 683, il décide de condamner les excès commis par la noblesse à l'encontre des paysans, ce qui va lui attirer les foudres des nobles. Afin de les tenir, il va faire en sorte de fidéliser les seigneurs, en les obligeant à se mobiliser en cas de danger interne ou externe, sous peine de devenir esclaves du roi. Mais pour gagner leur faveur, il va pardonner tous ceux qui s'étaient soulevés contre ses prédécesseurs et lever toutes leurs dettes fiscales. Il va également s'appuyer sur l'Église pour renforcer son pouvoir et inclure les symboles religieux sur les pièces de monnaie. En 687, le roi se sent mortellement malade et proclame son gendre Égica comme successeur au détriment de ses propres fils aînés. Parmi les premières mesures, Égica va tenter d'affaiblir la position de sa belle famille pour les empêcher de se présenter comme rivaux, en détruisant tout ce qu'Herbigio avait élaboré pour les protéger. Il va par exemple placer sa belle-mère dans un monastère afin qu'elle ne puisse ni se marier ni d'avoir d'enfants. Il va tuer également certains membres de sa belle famille sous prétexte de rétablir la justice dans le royaume. Cependant, sa vengeance va diviser le royaume, entre ceux qui l'appuient et les partisans de sa belle famille. Ces derniers vont organiser un complot pour l'assassiner et placer quelqu'un d'autre sur le trône, en occupant la ville de Tolède durant quelques mois. Face à cette instabilité politique, Égica utilise la loi afin de stabiliser la situation et surtout renforcer son autorité. Par exemple, envers les nobles hostiles et ceux qui ont conspiré contre lui, il va leur interdire à eux ainsi qu'à leurs propres descendants d'être placés à de hautes fonctions et deviennent esclaves du fisc et leurs biens sont à disposition du roi. Il endurcit de nouveau les lois anti-juives en leur interdisant le commerce extérieur ainsi que le commerce avec les chrétiens. Les juifs qui se convertissent sont exempts d'impôts. En revanche, ceux qui ne le sont pas devront payer leur part ainsi que ceux des convertis. En 701, le royaume wisigoth souffre d'une épidémie de peste. La mortalité était tellement forte à Tolède que le roi et sa cour doivent abandonner la capitale. La noblesse laïque et la noblesse ecclésiastique du royaume se montrent de plus en plus indépendantes et moins disposées à respecter les lois,
ou soutenir l'administration et défendre le royaume. La faim, la terreur et les épidémies ont fait que certains durent abandonner leurs terres pour chercher des aliments. La société wisigothe est en totale décomposition. Lorsque Erika meurt vers 702-703, son fils Witiza le succède et va régner jusqu'en 711. Au sujet de son règne, il existe deux versions. La première version provient des Crónicas Asturianas, qui dit qu'il serait coupable de la décadence politique et morale qui ont participé à l'invasion musulmane. Cependant, selon les musulmans du 8e siècle, il était beaucoup moins autoritaire que son père, car il avait concédé une ample amnistie à ceux qui furent condamnés par son père, il aurait aidé financièrement ceux qui avaient été dépossédés de leurs terres, il aurait brûlé publiquement les déclarations de dette et restitué les propriétés confisquées. Quoi qu'il en soit, durant son règne, le pays fait face à de très mauvaises récoltes et donc par conséquent des famines. Et en parallèle, le code de loi s'agrandit, ce qui tend toujours à démontrer une réelle faiblesse politique. Il sera mystérieusement assassiné à l'âge de 25 ans. Au sujet de son successeur, les chroniques musulmanes indiquent que le roi Rodrigo prend le pouvoir de manière violente. Certains supposent que c'est lui qui aurait assassiné Witiza, d'autres pensent plutôt à une dispute entre Rodrigo et les prétendants du trône. Lorsqu'il devient roi, une série de conflits internes surgissent entre les partisans de Rodrigo d'un côté et les partisans du défunt Witiza de l'autre, notamment à cause de l'arrivée des musulmans qui, eux, avaient déjà commencé à attaquer les peuples au sud de la péninsule ibérique. Alors qu'il était occupé à gérer certaines rébellions, Rodrigo comprend que le commandant musulman Tariq ibn Ziyad est en train de conquérir le sud d'Espagne et décide en juillet 711 de l'affronter. Malgré l'imposante armée de Rodrigo, ses chefs étaient déjà divisés entre eux et bien plus préoccupés sur leurs différends que de vaincre l'ennemi. Cet ennemi, l'armée du califat omeyyade de Damas, venait de conquérir un énorme territoire allant du Maroc jusqu'à la Chine et imposer la domination de son califat, Walid II. L'armée de Rodrigo se confronte à celle de Tariq, mais le roi fait une énorme erreur stratégique car il passe une semaine à faire des petits combats pour tâter le terrain, ce qui a eu pour conséquence d'exacerber les disputes internes entre ses chefs. Ses opposants, les Witizanos, vont alors contacter Tariq, et au moment le plus décisif de la bataille, les Witizanos se retournent et vont massacrer l'armée de Rodrigo. Un peu plus d'un tiers de son armée est décimée et le roi meurt lors de la bataille de Guadalete. C'est alors que les musulmans profitent pour avancer jusqu'à Tolède. Je vous remercie à tous et je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode qui portera sur l'invasion musulmane.